Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique. Aujourd'hui, nous parlons de diplomatie, plus précisément de géopolitique. Et c'est avec un jeune visage, parce qu'en général, ce que nous recevons pour parler de géopolitique, de politique et affaires internationales, sont des personnalités d'un certain âge avec une certaine expérience. Mais là, nous recevons Monsieur Sylvestre Poda. Lui, il est analyste économique, il est aussi chercheur en géopolitique, en relations internationales, chercheur en affaires internationales. Son objectif, démythifier la géopolitique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, Monsieur Bourgouma. Merci, Monsieur Poda. Je rappelle que vous êtes également auteur du livre Sois libre, sois riche, un livre qui est plein d'histoires. On va tout de suite en parler. Vous êtes également dans l'écriture, puisqu'en plus d'être écrivain, vous écrivez des lettres géopolitiques que vous faites publier dans certains médias de la place. Et donc, nous parlerons de soft power, nous parlerons de dédollarisation, nous parlerons aussi des échecs des traités de paix et bien d'autres sujets liés à la géopolitique. Madame, Monsieur, encore une fois, bienvenue à vous. Merci de nous suivre sur la radio Watt FM 100.7 et sur la télévision Free TV. Le rendez-vous, c'est Monde politique. Alors, vous êtes l'auteur du livre, comme je l'ai dit, Sois libre, sois riche. C'est un livre qui est en lui-même rempli d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire de cette œuvre-là? Merci bien, Monsieur Bourgouma. Comme vous l'avez dit d'entame, Sois libre, sois riche, une invite donc à tout un chacun à se libérer de ses chaînes et à enrichir donc sa personnalité. C'est vrai qu'il est communément admis que la liberté, elle est physique. Donc, de ce fait, on perd la liberté lorsqu'on est enchaîné ou lorsqu'on est incarcéré. Moi, j'ai vécu donc cette expérience carcérale-là et je me suis rendu compte que je ne jouissais certes, j'avais perdu donc ma liberté physique, mais dans cette expérience particulière-là, j'ai découvert donc de nouvelles libertés qui m'ont permis véritablement de m'épanouir. Comme vous l'avez dit, Sois libre, sois riche est une histoire. Et c'est mon histoire, c'est l'histoire d'un jeune de 20 ans qui a été condamné donc pour acte de grand banditisme à 14 ans de prison ferme en 2019. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est que des changements se sont opérés donc dans le processus judiciaire. J'ai bien évidemment fait appel donc de cette décision-là et de fil en aiguille donc ça aboutit donc à ma libération en 2021. D'accord. Alors, vous avez été libéré, vous nous parlez de différentes formes de liberté qu'on a, autres que celles qu'on a physiques, parce que vous dites que même dans l'univers carcéral, c'est vrai que vous êtes emprisonné, mais il y a aussi, vous parlez d'autres formes de liberté. Quelles sont ces autres formes de liberté qui n'ont rien à voir avec celles physiques que nous connaissons? D'accord. Avant donc de répondre à cette question, il faut dire que quand on est incarcéré, au départ, c'est fondamentalement douloureux. Parce que c'est un univers inconnu, c'est une expérience nouvelle, donc du coup l'esprit n'est pas encore adapté donc à cette réalité. Il m'a fallu donc du temps. Et je sais pour beaucoup d'autres personnes aussi qui ont suivi ce parcours-là, il faut un certain temps pour que l'esprit se réadapte, pour qu'on apprenne véritablement à s'épanouir dans cette situation difficile, en dépit donc d'adversité. Et la petite anecdote, c'est qu'à un certain moment, je m'amusais même à rire aux éclats pendant que j'étais en détention, alors que j'étais là pour une situation assez grave et tout, mais ce n'est pas donc le fruit de l'inconscience, non, mais c'est juste qu'on a réussi à un certain moment à surmonter donc les difficultés, à transcender donc les différentes pensées. En ce qui concerne les autres libertés qu'il y a, dans le livre c'est décrit, et il y a donc la liberté mentale, il y a la liberté émotionnelle et il y a la liberté donc spirituelle. Pour la liberté mentale, il faut dire que l'homme est fait de pensée. Descartes disait « je pense donc je suis ». Ce grand philosophe-là nous a démontré que c'est la pensée qui donne même du sens à notre existence. Et si nous avons des pensées qui sont positives, nous aurons donc une vie
positives. Si nous avons donc des pensées qui sont négatives, nous aurons tendance à attirer vers nous donc des circonstances qui sont négatives. En ce qui concerne la liberté émotionnelle, c'est de savoir en toutes circonstances pouvoir contrôler ses émotions. Et que ce soit donc en prison ou dans n'importe quel autre milieu, c'est important, surtout dans les relations humaines, de pouvoir contrôler ses émotions. Parce que lorsque les émotions prennent le dessus, c'est clair que la raison bat en retrait. Et lorsqu'elle bat en retrait, nous ne sommes plus loin d'un animal. Nous commettons donc des actions que nous pouvons regretter par la suite. Et pour le dernier aspect, la liberté spirituelle, c'est la liberté donc qui découle donc de notre rapport avec le transcendant. Je ne vais pas faire donc l'apologie d'une religion particulière, mais ce transcendant est appelé nature par certains, est appelé Dieu par d'autres. D'aucuns l'appellent Allah. Peu importe votre religion, c'est toujours important de s'accrocher donc à quelque chose. Et c'est lorsqu'on fait l'expérience de cette interconnexion-là qu'on s'épanouit finalement. Alors, donc vous voulez nous dire que vous étiez parvenu à être libre tout en étant incarcéré? Bien sûr, la preuve, j'ai rédigé donc cette œuvre de 250 pages et quelques en incarcération, dans des situations véritablement difficiles. Certains même disaient que j'étais devenu fou, vu que la peine était trop lourde pour un jeune de 20 ans. Je me rappelle, et je l'ai même dit dans le livre, qu'on était allé à l'infirmerie de la Mako pour interpeller donc le médecin afin qu'il puisse voir mon cas, parce que d'après eux, j'étais en train de péter les plombs. Donc c'est pour vous dire que si j'ai réussi donc à écrire donc cette œuvre-là en incarcération, c'est parce que j'avais réussi en tout cas à monter, ou du moins à franchir un palier. Et quelles étaient vos relations avec vos co-détenus? Vous vous sentez libre, vous riez aux éclats, vous écrivez un livre. Quelles étaient vos relations? Les relations, elles étaient par moments conflictuelles, parce que c'est vrai qu'on rencontre toutes sortes de personnes là-bas, et j'ai l'habitude de dire que la Mako donc regroupe l'échantillon de la société burkinabé. Vous verrez donc des personnes qui dorment sous des ponts. Vous verrez également des ministres qui sont dans une même cellule. Donc c'est pour dire que des personnes qui ont des visions du monde totalement différentes, et il est donc évident que par moment il y a donc des relations conflictuelles. Mais il y a également des relations fraternelles, parce que lorsqu'on partage les mêmes douleurs, nous sommes amenés à être encore plus proches pour pouvoir donc les surmonter ensemble. Mais d'où est parti le déclic de pouvoir écrire ce livre et de savoir qu'il y a d'autres formes de liberté que vous aviez en dehors de celle physique qui a été confisquée entre les quatre murs d'une géode? D'accord. Il faut dire que j'avais déjà, avant l'incarcération, des prédispositions donc en écriture, mais je n'avais jamais eu le courage, ou du moins je ne m'étais jamais lancé de façon profonde donc dans cet exercice-là. Dès les premiers instants de mon incarcération, il y a une amie avocate qui m'a rendu visite, et elle m'a offert donc des livres. Et j'ai lu l'un des livres qui était intitulé le courage de juger, qui avait été écrit par un juriste étranger, et j'ai apprécié bien beaucoup d'aspects qui avaient été cités. Et comme il a dit lui-même, il arrive parfois dans la vie où nous faisons une expérience particulière, celle de la faiblesse et de l'impuissance. Et lorsqu'on se retrouve donc dans cet état-là, on est plus bas que terre. Et lorsqu'on est plus bas que terre, il y a deux options. Soit on décide de s'apitoyer sur son sort, soit on décide de rebondir. Moi, j'ai fait le second choix, et aujourd'hui, je n'ai aucun regret.
Aujourd'hui, vous n'avez aucun regret. Je rappelle que nous recevons M. Sylvestre Poda, écrivain, chercheur en affaires internationales. Il est l'auteur du livre « Sois libre, sois riche » et nous parlons aujourd'hui de géopolitique. Vous êtes intéressé par la géopolitique. Avant de savoir pourquoi est-ce que ça vous intéresse, faisons pédagogie avec nos téléspectateurs et nos auditrices. Qu'est-ce que la géopolitique? D'accord. La géopolitique est une science donc, qui étudie les implications de la politique, ou du moins les implications de la géographie dans les décisions politiques. Donc, plus simplement, c'est la géopolitique qui permet, par exemple, de comprendre, avec le cas de la guerre russo-ukrainienne, comment est-ce que l'invasion donc russe a donné lieu donc à l'augmentation du prix du blé. Nous savons par exemple que la Russie, tout comme l'Ukraine, sont des pays producteurs donc de blé, et lorsqu'il y a une guerre qui se déroule donc sur les deux territoires, obligatoirement la quantité de blé va baisser. Donc on aura une offre donc moins conséquente, ce qui va donc attirer les acheteurs et s'en suivra donc la flambée des prix. Donc la géopolitique, comme je l'ai défini, permet véritablement de comprendre et d'anticiper les décisions géostratégiques et politiques de nos dirigeants. D'accord. Mais pourquoi cet intérêt pour la géopolitique et pas autre chose? C'est assez drôle parce que je me rappelle qu'à ma terminale, lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais faire de la géopolitique. Mais à vrai dire, je ne savais pas ce que c'était. À chaque fois que j'entendais le mot géopolitique, c'était relié donc à un monsieur assez controversé que j'aimais beaucoup. Il me passionnait, je ne savais pas pourquoi. C'était Moustapha Limam Chafi. Et donc je me suis dit, je veux faire de la géopolitique. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais je voulais faire de la géopolitique un jour. Donc je peux dire que c'est cette envie-là pressante-là qui s'est finalement matérialisée. Alors mais pourquoi Moustapha Limam Chafi vous inspire tant? Comme je vous l'ai dit, c'est un monsieur, je ne savais pas profondément ce qu'il faisait, mais il était donc à l'époque conseiller spécial de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Et je me suis dit, pour pouvoir conseiller un président, il faut être drôlement intelligent. C'est juste sur cette base-là que j'ai vraiment été obnubilé, disons même, par ce monsieur-là. D'accord. Donc, vous dites que c'est quelqu'un qui vous a inspiré, mais la géopolitique vous intéresse. Alors, vous avez donné effectivement cette définition. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle des défis géopolitiques, les enjeux sont lesquels? Déjà, il y a des enjeux donc, qui sont globaux et qui concernent donc toutes les nations. Et je me rappelle l'un des articles où je parlais de la géopolitique du pétrole. Comment est-ce que chaque État gère ses relations avec autrui? Comment est-ce que certains États qui sont puissants sont capables donc de se taire parfois juste parce que leurs adversaires ont du pétrole, et comment est-ce qu'ils arrivent à négocier? Nous savons tous aujourd'hui que le pétrole, il est capital pour toutes les économies. Donc lorsque il y a un conflit d'intérêts autour du pétrole, c'est sûr que ça va toucher donc toute l'économie mondiale. Maintenant, il y a des conflits aussi qui sont un peu plus régionaux. Lorsqu'on parle de la guerre, par exemple, dans le Sahel, le terrorisme dans l'espace donc sahélien, là encore, il y a d'autres enjeux qui sont là, et on aura largement le temps d'en discuter. D'accord. Mais on peut déjà en parler comme quels sont ces autres enjeux? D'accord. Il faut dire que le Sahel est un grand espace géostratégique.
il faut dire que cette zone-là pourrait être utile, je vais peser mes mots, pourrait être utile donc à des puissances donc étrangères pour y installer leur base militaire. Sur le plan économique également, le Sahel regorge d'énormes potentialités. Et c'est vrai que si des groupes que je ne connais pas arrivent donc à reconstituer donc ce grand Sahel-là, c'est clair qu'ils pourront donc exploiter beaucoup de richesses donc naturelles. D'accord. Alors, en géopolitique, on entend souvent parler de soft power. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Le soft power est un concept qui est relativement nouveau, même si c'est vrai que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale que ce concept-là a été davantage répandu. C'est venu du fait que les guerres qui se sont produites dans le monde ont abouti parfois à des négociations ou même à des semblants de négociations. Et aujourd'hui, nous avons un monde où il y a différentes puissances, il y a différentes forces en présence. Donc les gens sont obligés donc de mettre donc en suspens parfois la guerre, même si ça se poursuit, pour dominer d'une autre façon. Alors le soft power, donc c'est une alternative du hard power qui est le combat par la force militaire et qui consiste donc à dominer les autres par l'éducation, à dominer par la culture, à dominer par les aides économiques et par plein d'autres façons. D'accord, c'est là le soft power. Vous dites à dominer par les aides, par les associations. Sur le plan des associations, comment est-ce que ça marche? D'accord. Je vais parler en particulier des ONG ou même des instituts donc, qui sont mis en place. C'est clair que lorsqu'une ONG est financée, il y a des partenaires étatiques qui sont parfois cachés derrière et qui donnent donc des consignes. Et ces consignes-là sont parfois des missions particulières donc à atteindre. Et c'est parfois réussir à donner une bonne image de soi et apporter également de l'aide. Vous savez, M. Bougouma, toute aide n'est pas bonne à prendre parce que l'aide a un effet pervers. Lorsque l'on reçoit de l'aide de façon fréquente, ça nous affaiblit mentalement. Parce que lorsque tu peux obtenir quelque chose gratuitement, tu auras tendance donc à ne plus chercher, puisqu'on peut te le donner à chaque fois. Sans oublier qu'un jour, on ne te donnera plus cette chose-là et tu seras dans un sacré pétrin. D'accord, donc le soft power, c'est une sorte de domination des grandes puissances vis-à-vis des autres pays, mais avec une méthode plus souple. Exactement. Le résultat va être le même. Vous parlez du milieu des organisations non gouvernementales, les ONG, et du milieu des associations. Donc, vous dites que le soft power passe par ces entités-là pour actionner les leviers. Alors, mais maintenant, est-ce que toutes les associations le font? Comment est-ce qu'on peut déceler des éléments d'un soft power dans un financement? Déjà, toutes les associations ne le font pas. Il y a des associations qui sont de très bonne foi et je tiens par là à remercier toutes ces personnes-là qui aident et accompagnent le Burkina Faso, surtout en ces périodes donc difficiles. Maintenant, concernant les petits éléments qui permettent donc de distinguer. Le premier élément, il est peut-être difficile à détecter, mais c'est surtout de connaître donc les sources de financement. Lorsqu'on connaît donc les sources de financement, on peut déjà avoir une idée de la nature donc ou du moins des intérêts cachés de ces associations-là. Les sources de financement. Voilà. Pour savoir derrière telle fondation, derrière telle association, se cache un homme ou une femme. Voilà. Maintenant, le second élément, ça concerne principalement leur décision d'accompagnement. Et là, lorsqu'une association vient vous imposer
d'investir, ou du moins vous apporte une aide et on vous oblige donc de faire telle chose avec leur argent, parfois donc il faut se poser des questions. Lorsque on vient pour vous aider, Monsieur Bougouma, on doit vous aider donc selon vous, vos besoins, selon vous, vos préoccupations. On ne doit pas donc vous forcer pour vous aider dans un domaine qui ne vous arrange pas forcément. D'accord. Alors, dans un domaine qui ne vous arrange pas forcément, ce qui implique qu'il y a une souveraineté de choix aussi. Justement. Mais au niveau étatique, comment est-ce qu'on peut régler ça? Moi, j'ai créé mon association, je reçois le financement, mais il y a un État qui regarde. Comment est-ce que l'État peut réguler cette affaire-là, le soft power, à travers les associations ou les ONG? Il faut dire que le phénomène est vraiment profond parce que il y a des gens qui se constituent donc valets de ces lobbies ou de ces groupes étatiques là. Donc ça fait que c'est véritablement difficile de prime abord de pouvoir stopper cela. Donc c'est vraiment inviter la population ou du moins les décideurs politiques à ne pas se laisser donc influencer par une quelconque aide que ce soit. Nous devons accepter donc les aides dès qu'elles nous permettent donc de nous réaliser et de nous départir donc de cette aide, pour paraphraser donc le président Thomas Sankara. Pour paraphraser le président Thomas Sankara, madame, monsieur, vous qui nous suivez, sachez que notre invité, c'est Sylvestre Pouda, écrivain, chercheur en affaires internationales. Nous parlons à la suite de ce que vous dites. Vous avez également la dédollarisation. J'ai un sujet d'actualité. Qu'est-ce que c'est que la dédollarisation? La dédollarisation, c'est la perte progressive du dollar donc hégémonique en tant que monnaie hégémonique. Plus simplement, il faut dire que c'est la perte que les États-Unis donc engrangent dans les transactions donc internationales. Nous savons que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus donc la principale force économique. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a évolué, mais toujours est-il que le dollar est donc la monnaie de réserve internationale. Et avec l'apparition de nouvelles puissances aujourd'hui comme la Chine, la Russie, le Japon, nous assistons donc à un inversement ou du moins à un équilibre des puissances, ce qui entraîne donc une envie pour les autres nations d'imposer leur monnaie. D'accord. Oui, mais cette imposition se fait aussi à travers les achats. Les achats, c'est en dollars. Vous parlez de dédollarisation. Qu'est-ce qu'elle essaie de monnaie positionnée pour remplacer le dollar au cas où? Ok. Il faut dire déjà que la dédollarisation ne signifie pas forcément la suppression donc du dollar. La dédollarisation donc indique qu'il y aura donc de nouvelles monnaies qui vont entrer donc dans l'échiquier politique donc ou du moins économique mondial. Et ça peut venir d'où? Ça peut venir numérique. Il y a l'option du numérique, mais il y a également donc le yuan chinois qui pourrait également compter. Il y a également le rouble russe qui pourrait compter, et même l'euro qui est utilisé donc pour les pays de l'Union européenne. D'accord. Mais l'hégémonie du dollar, vous dites que c'est après les guerres, mais qu'est-ce qui explique que c'est avec le dollar qu'on fait les échanges au plan international? Comme je vous l'ai dit, c'est juste après la guerre, l'Europe était détruite. Les États-Unis ont pris donc la première place, puisqu'avant c'était donc la Grande-Bretagne qui était la puissance hégémonique. Et comme l'Europe était détruite, les États-Unis ont eu donc à mettre en place des politiques économiques pour reconstruire l'Europe. Nous entendons très souvent parler du plan Marshall qui a été mis en place pour reconstruire l'Europe. Comme c'était les États-Unis qui étaient la puissance qui était sortie presque indemne de la guerre, c'est tout naturellement que leur monnaie s'est imposée, puisque c'est eux qui apportaient leur soutien aux autres.
Donc aujourd'hui, la tendance est en train de se renverser. Mais on continue d'utiliser le dollar. Vous parlez de dollarisation. Selon vous, approximativement, ça peut venir dans combien de temps? C'est difficile donc d'apporter des chiffres. Et même les experts même sont dans une totale confusion. Certaines personnes parlent de 30 ans, d'autres donnent d'autres chiffres et tout. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la dédollarisation ne sera effective véritablement lorsque les rapports de force vont véritablement être équilibrés. Lorsque on aura donc un équilibre de puissance, à ce moment-là, c'est clair que le dollar ne pourra plus s'imposer comme monnaie hégémonique. Monde politique avec Sylvestre Yoda. Donc, ce qui est en jeu, ce sont les États-Unis et le dollar. Vous parlez de dédollarisation, mais il y a une guerre Russie-Ukraine. Est-ce que cela peut contribuer à dédollariser le dollar? Ça a déjà contribué d'une façon, parce que les États-Unis sont des champions donc en termes de sanctions. Et on a déjà eu à le constater. Il suffit seulement que vous ayez des désaccords avec les Américains et automatiquement, on vous sanctionne. Et les grandes puissances, donc, au fil du temps, se sont retrouvées gênées. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on ne s'entend pas, vous m'éjectez donc du système SWIFT? Pourquoi est-ce que, lorsqu'on ne s'entend pas, vous m'empêchez donc d'utiliser le dollar? C'est ce qui est arrivé donc avec la Russie, qui a été sanctionné et qui ne pouvait plus utiliser donc le dollar. Et la décision donc de contre-pied qui a été prise, c'est de vendre donc leur gaz en roubles, puisqu'ils ne pouvaient plus donc utiliser le dollar. Alors ils ont décidé de vendre donc le gaz en roubles russes. Donc c'est déjà une façon pour eux et pour toutes les autres puissances qui ont vu donc ces exactions-là, ces sanctions-là, de prendre garde et de véritablement travailler à réduire leur dépendance. Et même lorsque le président français, Emmanuel Macron, de son retour, donc il était allé rencontrer le président chinois et de son retour, il a dit que l'Europe doit réduire sa dépendance au dollar afin de limiter sa dépendance aux États-Unis. Parce que tout le monde l'a compris. Ce n'est pas seulement un outil de domination coloniale. Même l'Europe aujourd'hui est victime donc de ce dollar-là. Donc voilà pourquoi le président français a clairement dit qu'il faut limiter la dépendance au dollar. Et ça revient donc à réduire la dépendance aux États-Unis. D'accord, réduire la dépendance aux États-Unis parce que quand vous échangez avec la monnaie de ce pays, ça rend ce pays suffisamment fort. Alors si aujourd'hui on a dédollarisé, il y a plus de dollars, quelle est la monnaie qui pourrait prendre la première place? Comme je l'ai dit, je signe et je persiste, la dédollarisation ne signifie pas la suppression du dollar. Oui, tout à fait, ça on est d'accord. Maintenant, il y a d'autres monnaies qui vont venir. L'hégémonie. Est-ce qu'il y a une autre monnaie qui va venir? Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il y aura une nouvelle monnaie hégémonique, mais en tout cas, il y a une monnaie qui comptera obligatoirement. Et c'est notamment le yuan chinois qui est une monnaie qui repose sur une économie forte. Et vous constatez vous-même que malgré donc les dissensions politiques qui existent entre les États-Unis et la Chine, leurs relations commerciales ne sont pas rompues. Donc c'est pour montrer à quel point ces deux puissances-là sont dépendantes donc l'une de l'autre. Ces deux puissances sont dépendantes l'une de l'autre. Sylvestre Poda, je rappelle également que vous avez traité, en plus de la dédollarisation, du traité des échecs et de paix. Donc au niveau de l'histoire, il y a eu échec des traités et de paix. Vous en avez parlé. Qu'est-ce que ces grands traités qui ont échoué? Quels sont ces grands traités de notre histoire contemporaine qui ont échoué? D'accord. En ce qui concerne les grands traités, nous allons parler principalement du traité de Versailles, qui a été ce traité-là qui a été mis en place pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Et lors de ce traité-là, il y a des grandes décisions qui ont été prises. L'Allemagne donc a été déclarée perdante et les forces alliées ont forcé l'Allemagne donc à payer de lourds tributs. Alors que nous savons tous que dans une guerre, il n'y a pas qu'un seul responsable.
Il y a deux entités ou plusieurs entités qui s'entretuent, donc il y a forcément plusieurs responsables. Et si on se lève et qu'on désigne une seule personne parce qu'elle est en position de faiblesse, il y va de soi que ça va frustrer. Et effectivement, l'Allemagne a été frustrée, mais elle a accepté parce qu'elle n'avait pas le choix. On lui a dit, soit tu signes le traité de Versailles, soit on envahit ton pays. Vu qu'ils étaient en position de faiblesse, ils ont accepté de signer le traité de Versailles. Mais ils n'étaient pas pour autant d'accord. Et l'histoire donc le démontrera, parce que dès qu'ils vont donc réenclencher leur force ou leur processus militaire, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont à nouveau déclarer la guerre, parce que les premiers accords donc n'ont pas intégré donc leurs besoins ou leurs sollicitations. D'accord. C'est vrai, et en plus du traité de Versailles, est-ce qu'il y a un autre traité qui a échoué, dont les négociations ont échoué? D'accord. Et il y a également le pacte de Paris qui a été mis en place avant la Seconde Guerre mondiale, parce que à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas signé le traité de Versailles. Pourquoi? Déjà, l'Amérique n'est pas entrée donc dans cette guerre-là à temps. La Première Guerre mondiale, c'était de 1914 à 1918. Les États-Unis ne sont peut-être entrés en guerre qu'en 1917. Donc vous voyez, eux, ils n'étaient pas véritablement impliqués dans la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, c'est l'une des raisons qui explique pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ratifié donc ce traité-là. C'était une façon de dire, nous n'avons pas vraiment pris part, ça ne nous intéresse pas. Donc pour le pacte de Paris qui a suivi, on a constaté cette fois-ci que les États-Unis ont ratifié ce pacte-là. Parce que la crainte était la suivante. On sait que les États-Unis étaient à ce moment donc la principale force. Donc si on signe un traité mondial pour garantir la paix dans le monde et que la principale force ne ratifie pas le traité, c'est sûr que ce traité-là est obsolète. Donc voilà pourquoi il y a un pacte donc nouveau, le pacte de Paris, qui a été mis en place pour négocier, en tout cas intégrer les États-Unis et la Grande-Bretagne afin qu'on ait une paix véritablement universelle. Mais ça n'a pas empêché que la Seconde Guerre mondiale apparaisse. Alors ça n'a pas empêché que la Seconde Guerre mondiale apparaisse, pour dire que le traité a échoué. Mais maintenant, dans l'administration des colonies, des différentes colonies, est-ce qu'on sent l'influence de ces traités-là sur les pays qui avaient été colonisés, qui ont pris leur indépendance, notamment les pays africains? Déjà, il faut dire que les relations donc entre les grandes puissances ont obligatoirement des impacts sur leur colonie. La preuve, il y a des États qui étaient donc colonisés par l'Allemagne, et lorsque l'Allemagne a été déclarée donc perdante, ces colonies-là ont été retirées et placées sous mandat donc de la SDN, qui était l'ex-ONU. Donc voici un peu l'impact. D'accord. Alors c'est là mais l'Afrique dans tout ça, dans toutes ces négociations. Que dit l'Afrique? Que fait l'Afrique? Déjà, négocier suppose un équilibre donc des forces. Monsieur Bougma, si vous êtes plus fort que moi et que je suis infiniment faible, il n'y a pas de négociation qui tienne. Vous allez m'imposer tout ce que vous voulez et je suis tenu donc d'obéir. Donc l'Afrique se retrouve malheureusement dans une situation où elle est en position de faiblesse, notamment militaire et économique. C'est ce qui a fait qu'elle a été depuis tout au long de l'histoire écartée dans les grandes décisions donc, qui ont façonné le monde. D'accord. Il y a aussi les différents traités de paix qui n'ont pas marché. Okay. Il y a un autre traité, oui, le pacte donc germano-soviétique. Oui. C'est une entente donc qui a été faite entre l'Allemagne et la Russie, ou du moins disons l'Union soviétique, pour
pour ne pas se battre. En vérité, ce pacte, c'était un pacte de non-agression. Okay. Ce pacte de non-agression-là, comme j'ai l'habitude de dire, c'était un pacte malsain. Parce qu'en vérité, on ne signait pas le pacte de non-agression parce qu'on voulait la paix. On a signé donc le pacte de non-agression parce que chacun avait des combats à mener. Donc, ils étaient sur d'autres fronts. Et comme chacun était sur d'autres fronts, ils voyaient que s'ils se battaient sur plusieurs fronts, ça allait donc amenuiser leurs forces. Donc, ils ont décidé de signer donc un pacte de non-agression. La Russie, principalement parce qu'elle... L'Union soviétique, pardon, parce que principalement, elle ne se sentait pas forte. Elle préférait donc s'armer, procéder donc à la course aux armements. Et l'Allemagne, elle s'attendait donc à annexer d'autres États pour pouvoir par la suite attaquer donc l'Union soviétique. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé, puisque Hitler a finalement décidé donc d'attaquer pendant la Seconde Guerre mondiale l'Union soviétique à travers l'opération Barbarossa. Et cette opération-là a marqué la fin de facto de ce pacte germano-soviétique. D'accord. En ce qui concerne les relations internationales, en ce qui concerne la géopolitique, il faut dire que c'est vrai que nous parlons des traités de paix et tout, mais il y a aussi, comment on appelle ça, la question des négociations. Il y a eu plusieurs négociations dans les guerres, dans les rébellions entre les États. Les négociations sont également des instruments de la géopolitique. Pour qu'une négociation aboutisse, qu'est-ce qu'il faut? Je vais citer donc quelques éléments, mais déjà, pour qu'une négociation aboutisse, il faut que toutes les parties soient relativement satisfaites. Il faut que les compromissions soient réelles. Lorsque vous brimez le faible, il acceptera donc la décision aussi longtemps qu'il sera faible. Le jour où il va retrouver ses forces, il va automatiquement trahir parce que vous n'avez pas tenu compte donc de lui le faible. L'autre aspect, c'est important que dans une négociation, que toutes les clauses de la négociation soient claires et précises. Lorsqu'il y a du flou, nous savons qu'il y a toujours des gens qui se croient plus malins que d'autres. D'accord. Lorsqu'il y a du flou, l'un des camps va chercher donc à exploiter ce flou-là pour se plaindre et aller de nouveau à la guerre. Un troisième aspect qu'il ne faut pas négliger dans les négociations, c'est d'éviter les ruses et les subterfuges. Pour le cas du pacte germano-soviétique, comme je l'ai dit, il y avait déjà une intention malsaine lors de la signature de ce pacte de non-agression-là. Et lorsque il y a des intérêts cachés qui se retrouvent derrière la paix qui est mise en place, automatiquement, ça ne peut pas aller loin. Donc, voici un résumé. D'accord. Maintenant, pour ces accords de paix, là, on en a eu Oslo, Camp David, même au niveau africain, il y a eu des accords de paix qui ont été négociés, qui ont été signés, mais là, c'était au stade de rébellion. Maintenant aussi, nous sommes dans le contexte du terrorisme. Est-ce que on pourrait s'attendre, est-ce que ça c'est possible à l'échelle géopolitique, négociation avec les groupes armés terroristes pour des accords de paix? Déjà, en ce qui concerne la zone sahélienne, il y a un pays qui depuis 2011, je crois, ne connaît pratiquement plus d'attaques terroristes. C'est donc la Mauritanie qui a réussi d'une façon assez particulière à éradiquer donc le terrorisme. Pourquoi vous dites particulière? Parce que nous ne connaissons pas vraiment ce qui est caché, puisqu'ils disent officiellement qu'ils ont eu à discuter donc avec les terroristes, qu'au-delà de la force militaire, ils ont eu à écouter donc les différents groupes, à dialoguer avec eux pour aboutir à la paix. Mais il y a également des études, ou du moins il y a également des révélations qui montrent que ce même pays-là finance donc chaque année donc ces groupes-là afin de stabiliser la région. Mais en ce qui concerne
le cas du Burkina, qui est notre pays, il faut dire, comme je l'ai dit, une négociation doit être claire et précise. Pour négocier, il faut savoir avec qui on négocie. Est-ce que la personne avec qui on négocie est stable? Parce que nous entendons parfois, nous voyons des groupes terroristes qui s'entretuent même entre eux. Est-ce que des entités qui évoluent dans un certain désordre peuvent également être de bons interlocuteurs dans un dialogue? Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et c'est également de savoir est-ce que leurs revendications ou du moins les compromissions à faire sont soutenables. Parce que dans une négociation, si on demande ce que vous ne pouvez pas donner, c'est clair que la négociation n'aboutira jamais à rien. Je ne connais pas tous les mobiles de tous les groupes terroristes, mais une chose est sûre, il y a de ces groupes-là qui veulent une portion du territoire. Est-ce que nous sommes prêts donc à donner une portion du territoire? C'est la grande question que l'on se pose. Et c'est aux décideurs politiques donc de prendre la décision qui convient, mais tout en gardant notre souveraineté. Alors sur cette question de négociation avec les groupes armés terroristes, ça divise. Il y en a qui sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Pour vous, quelle est la meilleure formule? C'est difficile donc pour moi de prendre position dans cet effet-là. Je ne peux qu'évoquer les faits et laisser libre cours à tout un chacun de tirer ses propres conclusions. Mais je comprends bien sûr les personnes qui invitent donc à la négociation avec les groupes terroristes. Ce sont des gens qui ont pour valeur la paix, la cohésion sociale, et ils se disent que la vie humaine, elle est plus importante que parfois la souveraineté, qu'il faut donner tout ce qu'il faut donner juste pour qu'il y ait la paix. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si on décide de donner tout ce qu'il faut donner juste pour avoir la paix, et le jour où on ne pourra plus donner ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la guerre ne va pas reprendre? Maintenant, on a de l'autre côté ceux qui croient effectivement qu'il faut donc attaquer. Parce que il ne peut pas avoir de négociation, selon ces derniers-là, avec des individus qui sont venus massacrer des gens, qui nous ont... ils n'ont pas eu de revendications claires et qui ont commencé à nous attaquer dans notre propre pays. Et donc, selon cette seconde catégorie de personnes-là, il faut obligatoirement aller en guerre et défendre notre patrie, parce qu'un seul centimètre ne doit pas donc être cédé aux terroristes. Voilà donc les positions des deux antagonistes. Moi, je ne suis pas un décideur politique. Je vais laisser donc libre cours à ces décideurs-là de prendre la bonne décision, avec comme objectif ultime de s'assurer donc de l'intérêt général et du développement socio-économique du Burkina Faso. Alors pour boucler sur ce chapitre-là, c'est aussi la force des décisions. Souvent, l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, prend des résolutions contre des pays, mais ces résolutions ne sont pas appliquées et l'ONU ne peut rien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans les relations internationales, l'ONU a encore sa place? La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui l'ONU occupe sa place qu'elle devait occuper, surtout pendant les questions, les moments de conflit, où on a l'impression que l'ONU n'est pas écoutée, où chacun n'en fait qu'à sa tête? Cette préoccupation, elle est légitime, parce que l'ONU, elle est censée être une supranation. Une supranation qui va contraindre donc tous les autres États, même les puissances, à aller donc dans le sens du droit international. Maintenant, le hic réside dans le fait que l'ONU est financée par ces mêmes grandes puissances-là. Et vous savez que si des États financent, forcément ils auront leur mot à dire dans la gestion de l'ONU. Et nous savons également qu'au Conseil donc de sécurité, il y a des vétos donc possédés par 5 pays. Un seul veto permet à un pays d'annuler
une décision qui a été prise donc par l'ONU. Donc vous voyez que là, ce n'est plus une question de démocratie où tous les acteurs ne sont pas concernés. Il suffit qu'un seul pays dise on ne fera pas ça, je pose mon veto, et ça ne peut pas se faire automatiquement. Les actions de l'ONU sont bloquées. Et maintes fois dans l'histoire, l'ONU a été instrumentalisée. Nous avons vu le cas de la guerre libyenne et même de l'invasion de l'Afghanistan. Pour le cas de l'invasion de l'Irak, pardon, pour le cas de l'invasion de l'Irak, on se rappelle en 2003 lorsque le secrétaire d'État américain Colin Powell avait présenté donc devant l'ONU une fiole d'anthrax. Il a montré des photos floues et il a dit que c'était donc des usines qui étaient en train donc de fabriquer, de concevoir la bombe atomique. On n'avait absolument aucune preuve à l'époque. Mais ça suffit. C'est sûr qu'il y a eu des tractations derrière pour que les autres États ne posent pas leur veto, mais ça suffit pour que l'ONU puisse intervenir. Il a fallu attendre, même pas longtemps, moins d'une année même après l'invasion de l'Irak et la pendaison de Saddam Hussein. Ça a permis véritablement de découvrir qu'en réalité, il n'y avait pas de bombe atomique, il n'y avait pas de fabrication en cours. Et c'est également ce qui s'est passé en Libye avec l'intervention donc de la France et des forces de l'OTAN. Ils ont dit que le dictateur Kadhafi était en train donc d'envoyer des colonnes de chars pour rayer Benghazi de la carte. C'est ce qui a été dit. Alors que nous savons que les États-Unis ont des services de renseignement très poussés. Ils ont des satellites. Beaucoup d'autres pays ont des satellites. Et bizarrement, aucun satellite au monde n'a détecté cette colonne de chars. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une colonne de chars ne peut pas passer inaperçue. Mais c'est quand même une raison qui a poussé donc l'ONU effectivement, ou du moins la France à faire venir ces rafales au niveau de la Libye pour neutraliser donc le guide libyen. Monde politique de Watt FM et de Truth TV se poursuit avec notre invité Sylvestre Poda, écrivain et chercheur en affaires internationales. Nous allons parler maintenant du dilemme de sécurité. Dans vos écrits, en question de dilemme de sécurité, qu'est-ce que ça signifie? D'accord. Le dilemme de sécurité, c'est une théorie des relations internationales qui explique un peu les rapports de force qui existent entre les grandes puissances de façon en particulier et les États même en général. Pour mieux cerner donc le dilemme de sécurité, il faut dire que si un État augmente donc son niveau de sécurité en fabriquant davantage d'armements, automatiquement les autres États avec qui il a des dissensions vont également s'armer. Ils vont également améliorer leur capacité de défense et également améliorer leur capacité d'attaque, parce qu'il est dit qu'en stratégie militaire, il est toujours bon d'attaquer en premier. Donc, si quelqu'un fabrique des armes, il conçoit de l'armement, vous allez également chercher à vous défendre, et pas que. Vous allez, vous aussi, construire des armes d'attaque pour être prêt donc à attaquer au cas où vous allez sentir la menace, vous serez prêt donc à anticiper. Et c'est le dilemme de sécurité qui est la grande cause donc de la course aux armements. Lorsqu'il y a une grande tension, comme on l'a eu après la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la guerre froide, les États ont fait une certaine course à l'armement où chacun a cherché à produire davantage d'armes nucléaires. Mais certes, il n'y a pas eu d'affrontement, mais durant cette période-là, les principaux leaders qui étaient l'URSS et les États-Unis, chacun de son côté, couraient à l'armement parce qu'ils se disaient qu'au cas où ça pète, il va falloir qu'on puisse se défendre.
Maintenant, la principale difficulté, déjà comme le titre l'indique, le dilemme de sécurité, ça vient du fait que la sécurité, ou du moins la paix, elle est difficile du fait des méfiances. Ouais, puisqu'il y en a qui disent qui préparent la paix, préparent la guerre. Voilà, justement. Bon, d'autres disent qu'ils préparent la paix, préparent la justice. Bon, c'est fonctionne. Mais au niveau des relations internationales, qui prépare la paix, prépare quoi? Il y a plusieurs théories, mais c'est vrai qu'en latin, il est dit que si vis pacem para bellum, pour dire effectivement que qui prépare la paix, donc, doit faire la guerre pour cela. Et ça s'explique et ça se constate même d'ailleurs lorsqu'on voit les relations entre États. Donc, lorsque chaque État court à l'armement, ça crée une certaine tension, une certaine guerre froide. Et c'est ça le terme, quand on dit une guerre froide, ça veut dire qu'on ne passe pas à l'affrontement parce qu'on se dit qu'il y a un équilibre relatif. Donc, personne ne veut oser parce que si on ose, on ira donc dans un armageddon nucléaire. Donc du coup, chacun s'arme, mais personne n'attaque. Donc on a une forme de tension géopolitique qui est palpable et qu'il faut gérer vraiment avec beaucoup de tact. Gérer avec beaucoup de tact, au moment où un État a s'arme, le TAB également s'arme. Mais maintenant, nous, pendant les programmes d'ajustement structurel, il nous a été dit que notre armée n'est pas un secteur productif. Conséquence, on n'a réellement pas investi suffisamment et conséquemment. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de recyclage, non. Mais le constat, c'est qu'avec ces programmes, les États africains comme les nôtres n'ont pas suffisamment investi dans leurs armées, en armement, en effectifs et en tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, il y a la question du terrorisme, et voilà. Et donc l'armée constitue en elle-même un instrument de la géopolitique. L'armée d'un pays. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on a une nouvelle notion, celle donc du smart power. Une nouvelle notion. Oui, comme j'ai eu à l'expliquer, il y a le hard power, le soft power. Le soft power. Le hard power, ça c'est dominé par les armes, la force militaire, et le soft power, c'est dominé donc par des outils comme l'éducation, la culture. Mais aujourd'hui, on a le soft power qui est le smart power ou puissance intelligente, qui est une combinaison du hard power et du soft power. Et là, on le constate quand une grande puissance comme la Russie, dans ses relations avec l'Afrique, décide par exemple de jouer certaines cartes pour pouvoir intégrer ou avoir de meilleures relations avec l'Afrique, et de l'autre côté, elle attaque l'Ukraine. Donc vous voyez, elle sait quand est-ce négocier, quand est-ce influencer et quand est-ce aller en guerre. Donc c'est le smart power, donc c'est savoir faire une intelligente combinaison donc de ces deux instruments-là. Entre le méchant et le gentil, alors. Justement. La même entité qui joue le méchant par là et le gentil par là. Le bâton ou la carotte également. On appelle le smart power. Exactement. D'accord. En tout cas, nous partons vers la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion parce que le temps qui nous a été imparti est pratiquement terminé. D'accord. C'est important que tout un chacun prenne conscience des grands enjeux géopolitiques du moment. Il faut que les différents débats donc, qui sont menés puissent, aussi contradictoires soient-ils, puissent mener véritablement enrichir la réflexion stratégique et opérationnelle. Nous avons besoin aujourd'hui que les décideurs s'engagent, soient fermes et que leur seul objectif soit de défendre les intérêts du Burkina Faso. C'est tout. C'est sur cette note que nous allons vous dire merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, les portes de cette émission vous restent toujours ouvertes. Vous pouvez venir quand vous voulez. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Et nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.